Bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'être là. Et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Juste deux mots pour que vous puissiez situer ma recherche. Donc, je travaille effectivement au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Et je travaille sur plusieurs aspects, mais essentiellement je travaille sur la caractérisation, donc l'étude des planètes qui sont autour d'autres étoiles. D'accord ? Donc on connaît aujourd'hui plusieurs milliers, et surtout on sait que la plupart des étoiles ont des planètes. Donc moi je suis né dans un univers qui n'avait que 8 planètes, plus exactement qu'il y en avait 9, parce que quand j'étais enfant on comptait Pluton parmi les planètes, c'était avant qu'on trouve plein de Plutons, et qu'on se dise on ne peut pas tous les objets de cette ceinture les appeler des planètes. Donc on a 8 planètes dans le système solaire, pour l'instant. Et on se posait la question de savoir si ça c'était générique finalement, si on trouvait ça ailleurs. Donc la réponse aujourd'hui, la réponse est que les étoiles se forment avec leur cortège de planètes. Et donc moi j'étudie ces planètes, j'étudie en particulier leurs atmosphères, et j'étudie la formation, l'histoire des atmosphères et des climats. Ma formation c'est de climatologie. Et tous les outils qu'on a développés pour comprendre le climat de la Terre, mais ensuite on les a fait voyager aux autres planètes. Le climat de Mars, par exemple, qu'on comprend plutôt très bien, à quelques détails près, Vénus, les planètes géantes, etc. Et puis finalement, aux exoplanètes, où là, il y a une diversité d'environnement, de climat qui est absolument faramineuse. Donc voilà, moi je travaille là-dessus. Et donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'histoire du climat de notre planète, qui a aussi beaucoup d'inconnus, notamment quand on remonte très loin dans le passé, et où, au bout d'un moment, on a un horizon, on ne sait plus trop de quoi l'atmosphère terrestre était faite et quel était l'environnement de surface de la Terre, quand on remonte vraiment très très loin. Donc voilà, donc je vous disais, moi je suis né dans un univers à 8 planètes, et j'ai pu participer, vivre de l'intérieur ce passage de cet univers à 8 planètes et plein de points d'interrogation à un univers qui est absolument peuplé d'une multitude de planètes. Et il y a derrière ça toujours la question qu'on voit souvent formulée dans les médias, sommes-nous seuls dans l'univers ? C'est-à-dire parmi cette multitude de planètes, est-ce qu'il y en a qui offrent des caractéristiques habitables et sur laquelle la vie aurait pu se développer ? Alors aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse à cette question. La seule chose qu'on peut dire par rapport à l'existence de toutes ces planètes, c'est que si la vie est rare dans l'univers, ce n'est pas par manque de planètes, ce n'est pas la faute au manque de planètes. Des planètes, il y en a, mais il pourrait y avoir plein de raisons qui font que la vie, malgré tout, quelque chose d'assez exceptionnel, et peut-être qui restera toujours hors de portée de nos télescopes. On en discutera un petit peu plus loin. Néanmoins, la recherche de mondes habitables, c'est-à-dire ayant des conditions de température chimiques qui ne sont pas incompatibles avec le concept de vie, ça reste un sujet de recherche extrêmement moteur pour l'étude des exoplanètes. Alors, cette question, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on se demande un petit peu si ces autres planètes peuvent partager avec la Terre des caractéristiques, et notamment pourraient abriter la vie. Et il faut savoir que la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs sur d'autres planètes, on ne la pose pas du tout aujourd'hui comme on l'a posée autrefois. Parce qu'en fait, si on remonte assez loin, même jusqu'à l'Antiquité, globalement, cette question-là, elle est assez binaire, elle a deux facettes. Il y a les courants de pensée de philosophie qui considéraient que la Terre avait un caractère exceptionnel, qu'elle était au centre de l'univers, qu'elle était une création, qu'elle avait un caractère très particulier, et que la sphère des astres n'avait rien à voir. C'était le domaine des dieux, et la Terre, c'était le domaine des humains. Et ça, c'est la vision, par exemple, d'Aristote, et c'est une vision qui va être reprise par la plupart des grands courants religieux occidentaux, enfin les grandes religions monothéistes, vont s'accaparer la pensée aristotélicienne en se disant, voilà, les astres n'ont rien à voir avec ce qu'il y a sur Terre. Et puis, il y a l'approche qu'on ne va pas appeler d'abord scientifique, mais qui va être de se dire, tiens, et si on se disait que ce qui se passe ici, ça se passe aussi ailleurs, procédons par analogie. Et si ça se trouve, les lois de la nature qu'il y a sur Terre, et les éléments chimiques qu'il y a sur Terre, on va aussi les retrouver ailleurs. Faisons des tests et procédons un petit peu comme ça par analogie. Et ça, dès l'Antiquité, il y a des gens qui vont se poser la question comme ça, et du coup, eux ne vont pas se dire, quand ils vont comprendre qu'en fait, il y a d'autres objets comme la Terre qui tournent autour du Soleil, que les étoiles sont probablement d'autres soleils, mais plus loin, eh bien, ils vont par analogie, quand ils vont comprendre que Mars
Vénus, Jupiter tournent aussi autour du Soleil comme la Terre, ils ne vont pas se dire « Tiens, est-ce que c'est habité aussi ?» Ils vont se dire « Comment c'est habité? Comment sont les gens là-bas? Comment sont les animaux? Est-ce que les arbres sont plus grands, plus petits ?» Ça, c'est la façon dont, naturellement, la pensée scientifique, par analogie, va se poser. C'est-à-dire, à quel point c'est différent là-bas. Et pourquoi est-ce que c'est difficile d'imaginer un monde sans vie? Eh bien, c'est parce que sur Terre, que vous alliez dans les endroits les plus froids, au sommet des montagnes les plus hautes, dans les déserts les plus arides, vous allez trouver de la vie partout. Le concept d'un endroit sur Terre dénué de vie n'est pas un concept connu des humains quasiment, à part récemment. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, ça n'est que très récemment qu'on a trouvé des environnements comme ces lacs ici, ces sources qui sont en Éthiopie, à Dalol, qui sont des sources où il y a de l'eau liquide, mais dans lesquelles on ne trouve pas de vie. C'est-à-dire que là, tous les paramètres sont vraiment très compliqués pour la vie, que ce soit en termes de température, d'acidité, de présence de métaux lourds. Donc ça a donné une publication dans la revue Nature. Donc aujourd'hui, si vous trouvez un endroit sur Terre dépourvu de vie, vous pouvez faire une publication. Et encore, peut-être que dans quelques années, quelqu'un dira « Ah si, on a découvert qu'il y avait quand même telle petite bactérie qu'on n'avait pas réussi à isoler qui est là ». Tout ça pour dire que la vie, elle est omniprésente sur Terre. Et on le sait d'autant plus aujourd'hui avec la microbiologie qu'on peut creuser à des kilomètres dans la croûte terrestre, aller au fond des océans et trouver de la vie à peu près partout. Donc cette idée d'un monde sans vie, c'est venu plus tard, en fait, notamment via l'exploration du système solaire. Ça, c'est quelque chose à bien garder en tête, et ça a beaucoup changé les conceptions. Donc, par exemple, si je me place, on va dire, à la fin de la Renaissance, au XVIIe siècle, Fontenelle publie un ouvrage appelé « Les entretiens sur la pluralité des mondes », que je vous conseille, c'est court, ça se lit très bien. Et ce qu'il fait, Fontenelle, c'est que dans un dialogue avec une femme qui s'interroge sur l'univers en lui posant des questions, et dans un dialogue tout à fait passionnant, il passe en revue les objets du système solaire, les astres, en se posant la question comment sont les gens qui vivent là-bas. Et le point important dont il part pour faire ça, c'est qu'il se place d'abord sur la Lune, et il essaie de voir comment la Terre est vue depuis la Lune. Et sa conclusion, c'est que la vie, depuis la Lune, on ne la voit pas. L'activité des humains, on ne la voit pas. Elle n'est pas visible depuis la Lune. Donc le fait qu'on ne voit pas, quand on regarde la Lune, une activité vivante de société sur la Lune, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et donc il va passer en revue les astres, et il va à chaque fois imaginer qu'est-ce que ça pourrait être là-bas, en quoi c'est différent de chez nous. Et pour vous montrer cette différence de pensée, quand il aborde la planète Mars, voilà comment il commence. Donc il a fait la Lune, il a fait Mercure, il a fait Vénus. Quand il arrive à Mars, il dit « Ensuite, c'est Mars qui se présente. Mars n'a rien de curieux que je sache, ses jours sont de plus d'une demi-heure plus longs que les nôtres. Ses années valent 2 de nos années à 1 mois et demi près. Ah, ok, il est 5 fois plus petit que la Terre, il voit le Soleil un peu moins grand, un peu moins vif que nous ne le voyons. Enfin, Mars ne vaut pas trop la peine qu'on s'y arrête. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les similitudes qu'il y a entre Mars et la Terre, c'est une motivation pour aller voir si, dans le passé de Mars, les choses n'auraient pas démarré comme elles ont démarré sur Terre. Lui, quand il fait son catalogue, là, il n'a pas grand-chose à en dire, parce que pour lui, c'est équivalent. Fontenelle, il est contemporain de Newton, par exemple, et donc la gravité, ce n'est pas un concept qu'il a acquis. Et donc, alors que, par exemple, Flammarion, plus tard, quand il considérera Mars, une des choses importantes, ce qu'il dira, c'est que la gravité est beaucoup plus faible, et que donc... alors Flammarion, lui, c'était du style « tous les mondes sont habités voilà, et sur Mars, il disait les habitants de Mars, ils sont surtout dans les airs, etc. Donc ça, je vous conseille la lecture des entretiens sur la pluralité des mondes. Et ben, ce qu'on peut faire aujourd'hui un petit peu, c'est discuter où on en est de cette question de la pluralité des mondes aujourd'hui. Et il faut donc garder bien en tête que on a nos limites, c'est-à-dire on extrapole beaucoup ce qu'on sait, et que donc le regard qu'on porte sur les astres, il est, je dirais, il est formé par le regard qu'on a, la connaissance qu'on a de la Terre. Donc par exemple, c'est pas pour rien que les taches sombres sur la Lune, on a appelé ça des mers, d'accord, la mer de la tranquillité, la mer des pluies. Et c'est pas pour rien que les premières fois qu'on a pu pointer une lunette correcte sur Mars, on y a vu aussi des zones sombres qu'on a appelées des mers, des rivières.
et à un moment donné même des canaux au sens canaux artificiels, au sens canaux creusés par les habitants de Mars. Et c'est assez passionnant de se dire que cette première allusion à des structures de type canaux sur Mars sont exactement contemporaines de l'inauguration du canal de Suez. C'est-à-dire au moment même où l'humanité changeait la géographie de sa planète en creusant un canal qui permettait de passer de la mer Rouge à la Méditerranée, on voyait finalement un petit peu ça se produire sur un autre monde. Donc ça, c'est quelque chose, nous, quand on regarde les exoplanètes, on essaie de garder ça comme une leçon importante, de se dire, ne nous jetons pas sur ce qu'on pourrait croire, ce qu'on pourrait voir, avoir la tentation de voir sur les autres mondes. On sait que plein de choses ont été vues dans le système solaire qui n'étaient qu'illusions, qui n'étaient que projections de ce que nous sommes à travers une image assez grossière des astres. Cette question des canaux, alors voilà, pour vous donner une idée, on est là en 1900. Là, ce que je vous montre, c'est un extrait des comptes rendus de l'Académie des sciences. Et en 1900, l'Académie se fait sponsor d'un prix qu'elle va appeler le prix Guzman, et qui consiste c'est une somme importante pour l'époque, un prix de 100 000 francs, et qui sera attribué à celui, alors à l'époque on ne disait pas celui ou celle, on pensait que les hommes seraient capables de faire ce genre de choses, ce qui est heureusement plus le cas aujourd'hui, à celui qui aura trouvé le moyen de communiquer avec un astre autre que la planète Mars. Donc pour vous dire, donc l'idée c'était d'envoyer un signal et d'avoir une réponse. En 1900, vous envoyez un signal à Mars, vous dites « Coucou, on est sur Terre, comment vous allez ?» Et vous recevez un message qui est « Ouais, nous on est sur Mars, tout va bien. » Vous ne touchez pas les 100 000 francs. C'est un fait suffisamment pour eux établi qu'il y a une civilisation sur Mars. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Alors cet aspect des canaux, il va être compris assez vite par deux astronomes de Greenwich en Angleterre qui vont peindre ce genre de structure sur des disques et ils vont demander à leurs étudiants de les dessiner. Et ils vont s'apercevoir que les étudiants qui dessinent ça, au-delà d'une certaine distance, par exemple si je le faisais faire ici, mettons les 2 derniers rangs, commencent à dessiner des choses comme ça. C'est-à-dire commencent à relier par des droites ces structures-là. Donc, je comprends bien qu'il y a là une espèce d'illusion d'optique qui fait que le cerveau humain voit des structures là très géométriques, là où il n'y en a pas. Et alors, tous les 2 ans, il y a un alignement entre le Soleil, la Terre et Mars. Donc, c'est là où Mars et la Terre sont en opposition, sont au plus proche. C'est tous les 2 ans qu'on envoie, quand on veut envoyer des missions sur Mars, on les envoie tous les 2 ans, on a une fenêtre pour les envoyer. Mais comme l'orbite de Mars est un peu elliptique, un peu excentrique, ces rapprochements ne sont pas tous équivalents. Il y en a où Mars et la Terre sont très proches et d'autres sont plus éloignés. Et en 1900, attendez, est-ce que je l'ai souligné là? Voilà, en 1909, il y a eu vraiment une opposition très proche de la Terre et de Mars. Et il se trouve qu'à Meudon, il y avait une nouvelle lunette, la lunette la plus puissante du monde à l'époque, avec la plus grande lentille, et qui a permis, alors à l'époque on ne prenait pas des photos, on faisait des dessins, qui a permis de dessiner cette région-là de cette façon, là où Lowell et Schiaparelli dessinaient quasiment Toulouse et son périphérique là-haut. Et avec la conclusion, Antoniadi, qui a fait ces observations, avait envoyé à Lowell qui était cet Américain qui a fait construire un observatoire uniquement pour cartographier les canaux de Mars, et lui a dit, la lunette de Meudon, elle est trop puissante pour voir vos canaux. Néanmoins, là on est en 1909, jusqu'aux années 50-60, les canaux martiens vont être transmis comme un fait observationnel à la population à travers des ouvrages de vulgarisation. Et pour la petite histoire, lors des premières missions, la première mission lancée vers Mars, qui est Mariner 4 au milieu des années 60, la NASA, à l'époque des cartes de Mars, avec encore les canaux rectilignes martiens. Voilà, donc pourquoi je vous parle de Mars avant de vous parler des exoplanètes? Eh bien parce qu'on a une histoire qu'il faut vraiment garder en tête, qui nous sert de leçon très importante. C'est qu'au cours d'un siècle et demi, on a eu l'impression de voir la fin d'une civilisation et d'une biosphère martienne à mesure que notre pouvoir d'observation augmentait. D'accord ? C'est-à-dire que, alors qu'on a démarré avec des lunettes, donc là c'est Lowell depuis son observatoire, la grande lunette, je ne sais plus laquelle c'est, celle-là, peut-être celle de Meudon, et puis les sondes spatiales.
les rovers qu'on a maintenant sur Mars, ce qu'on a vu, c'est une civilisation qui creusait des canaux disparaître. Après, on a cru voir une végétation, on a pensé trouver une bactérie dans une météorite venue de Mars. Aujourd'hui, on discute, est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on n'a pas vu du méthane? Et si on en a vu, est-ce que ce ne serait pas lié à la vie? Donc vous voyez que, en fait, c'est à force de pouvoir scruter les choses avec détail qu'on voit la vie disparaître. Mais on pourrait penser qu'en fait, on a été le témoin de la disparition d'une civilisation martienne, ce qui serait vraiment un biais observationnel énorme que de croire ça. Donc ça, c'est très, très important. Et on a toujours, aujourd'hui, des scientifiques qui, lors des premières observations d'une planète, ont tendance à y voir des signes de vie, là où il n'y a pas vraiment de raison scientifique de le postuler à ce stade. Donc ça, c'est quelque chose à prendre vraiment en tête, à garder en tête, même si la recherche de vie ailleurs est une activité tout à fait légitime, scientifique, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, le fait de concevoir des mondes dénués strictement de vie, eh bien ça c'est le résultat de cette exploration du système solaire qui a révélé des surfaces irradiées, extrêmement froides, extrêmement chaudes, avec des conditions pas juste incompatibles avec la vie, mais incompatibles avec ne serait-ce qu'une chimie complexe. Donc voilà, on a forcément changé de point de vue, et alors ça ne veut pas dire qu'on a évacué toutes les niches d'habitat possibles dans le système solaire. C'est-à-dire qu'il y a encore des endroits dans le système solaire où on n'a pas fait une grosse croix rouge en disant il n'est pas possible qu'il y ait de la vie. Ces habitats-là, c'est en particulier le sous-sol des lunes glacées qu'on trouve autour de Jupiter, de Saturne, de Neptune, et où on pense qu'il y a des océans liquides sous la glace. Donc ça ne veut pas dire qu'on pense qu'il y a de la vie dans ces endroits-là, mais ça vaut la peine d'aller voir jusqu'où la complexité chimique est allée dans ces environnements, et pourquoi pas de regarder. Voilà. Ce sera compliqué parce qu'il va falloir aller sous d'épaisses couches de glace pour explorer ça. Et puis un autre endroit, mais qui est un vestige, c'est le passé de Mars. On sait que sur Mars, il y a eu de l'eau liquide, et donc il y a toute cette stratégie qui consiste à aller étudier ces endroits où il y a 3,5 milliards d'années, donc c'était il y a très longtemps, il y a de l'eau liquide qui a coulé pour voir si on ne va pas trouver des traces fossiles. Mais l'autre idée qui est née de ça, c'est de se dire, oui, mais quand on explore le système solaire, on voit bien que la Terre a une place assez privilégiée dans le système solaire en termes ne serait-ce que d'insolation, en termes aussi de taille. C'est pas trop petit pour perdre une atmosphère, mais c'est pas trop gros pour devenir une planète géante entourée d'une énorme enveloppe d'hydrogène. Et puis, si c'était plus près, il n'y aurait pas d'eau liquide. Si c'était plus loin, il n'y aurait pas d'eau liquide non plus. Donc, une des idées, ça a été de se dire, peut-être recherchons, comme l'évoquait Fontenelle à la fin de son livre, recherchons peut-être les autres terres autour d'autres étoiles. S'il y a cette position privilégiée autour du Soleil, il y a peut-être cette même position privilégiée autour d'autres étoiles. Et ça, c'est donc le début de l'histoire. Je vais passer un petit peu là-dessus pour rester sur les exoplanètes. Voilà, donc en fait, on a passé depuis les années 80, on a étudié beaucoup le concept qui est mal nommé de zone habitable, qui est en fait, donc là c'est représenté, on a la représentation du système solaire interne avec le Soleil. Alors là, je sais pas, je me suis planté, j'ai mis Mercure et Vénus sur la même orbite, ça va mal se placer, donc par la pensée, vous prenez Mercure et vous le mettez là, sinon ça va mal finir cette histoire. C'est assez perturbant de voir ça comme ça. Et donc, ici, ce qu'on a, c'est la gamme de distance, en fait, d'insolation, où il n'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que Mars est dans cette zone-là et n'a pas d'eau liquide aujourd'hui à la surface, où il n'est pas impossible d'avoir de l'eau liquide à la surface. D'accord ? Ça n'est pas un gage que si votre planète, elle est là, elle va avoir de l'eau liquide, donc il faudrait plutôt la voir comme, si vous n'êtes pas dans cette zone-là, c'est juste pas possible d'avoir de l'eau liquide à la surface. Vous pouvez éventuellement avoir de l'eau liquide sous la surface, si vous avez par exemple une épaisse couche de glace, comme c'est le cas sur Europa, Ganymède, Callisto, etc. Mais à la surface, vous ne pouvez pas avoir d'eau liquide. Ceci dit, c'est une zone assez vaste, il y a la place pour mettre pas mal de monde. Alors pourquoi la surface d'une planète, c'est intéressant ? Alors on va mettre un graphe scientifique, mais je vais vous l'expliciter, et puis il n'y en aura pas vraiment d'autres. Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire on décompose la lumière qui nous vient de la Terre. Enfin, quand on est dans l'espace, dans une sonde par exemple, on regarde la Terre, et on a le spectre avec ici la lumière visible, ici le proche infrarouge, là l'infrarouge, et on a ici le spectre de 3 planètes qui sont Mars, la Terre et Vénus.
Donc en rouge, c'est le spectre de Mars, en bleu, c'est celui de la Terre, en orange, c'est celui de Vénus. Donc ici, on a la partie qui est réfléchie, la planète réfléchit le rayonnement du Soleil, donc qui pique dans le visible. Et là, c'est l'émission infrarouge, l'émission thermique de la planète, donc plutôt vers 10-20 microns. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des... Donc, quand on fait ça, on fait ce qu'on appelle de la spectroscopie, et c'est notre principal outil pour étudier les astres, pour étudier les planètes, les étoiles, pour savoir de quoi ils sont faits, quelle est leur température, etc. C'est ça qui a différencié l'astronomie de l'astrophysique. L'astronomie est devenue l'astrophysique quand on a appliqué la spectroscopie. Avant, ce qu'on disait en astronomie, il y a une phrase célèbre d'Auguste Comte qui disait « En astronomie, on ne pourra jamais rien dire d'autre que des informations sur la brillance des corps, leur position et leur mouvement. On ne pourra jamais savoir de quoi ils sont faits. » Et bien sûr, voilà, quand on a ce genre de phrases assez, assez saillantes, on a toutes les chances de se tromper. La science a découvert que en fait, la lumière était porteuse de bien plus d'informations que ça. On la disperse et on a une information sur la composition, la température, la pression, etc. Et donc ce qu'on voit quand on regarde le spectre de ces planètes, c'est que d'abord le spectre de la planète Terre, il est incroyablement structuré par l'absorption de la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, ce qui est d'ailleurs un gros problème pour nous astrophysiciens, parce que quand on regarde à travers l'atmosphère, eh bien, on regarde à travers beaucoup de vapeur d'eau, et donc ça nous embête beaucoup parce que ça absorbe le rayonnement. C'est pour ça qu'on met des télescopes en haut des montagnes ou dans l'espace. Et ça, on ne va pas le retrouver ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars ou de Vénus. Il y en a un petit peu, mais il y en a très peu. Il y a des choses qu'on retrouve dans les atmosphères de ces trois planètes, qui est du dioxyde de carbone. Et là, ce qu'on voit, c'est la bande à 15 microns, qui fait que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre très efficace. Donc on en a sur Vénus. Vénus, c'est 100 fois la pression atmosphérique de la Terre, et c'est que du CO2. Mars, c'est que du CO2, mais c'est une pression ténue. Et la Terre a aussi ce CO2. Et par contre, ce qu'on voit sur Terre, c'est qu'on a une raie très marquée de l'oxygène moléculaire, de dioxygène, et une bande ici très marquée de l'ozone dans l'infrarouge. Et ça, c'est hérité du vivant. C'est le vivant qui, en modifiant l'environnement terrestre, a créé, a entretenu, a maintenu cette atmosphère riche en oxygène depuis au moins la moitié de l'histoire de la Terre, depuis environ la moitié de l'histoire de la Terre, donc en libérant de l'oxygène. Et l'ozone, c'est un sous-produit. L'oxygène soumis au rayonnement ultraviolet est décomposé en oxygène atomique, et l'oxygène atomique s'associe avec l'oxygène moléculaire pour donner de l'ozone. Donc l'ozone trace le fait que la Terre a une atmosphère riche en oxygène. Et donc ça vient, en fait, de la vie, et notamment de micro-organismes qui existaient bien avant les plantes, qu'on appelle les cyanobactéries, par eux ou par leurs ancêtres, et qui font une réaction qu'on appelle la photosynthèse, un type particulier de photosynthèse, la photosynthèse oxygénique. Donc la vie a découvert un métabolisme extraordinaire qui lui permet d'utiliser de la lumière, plusieurs grains de lumière, plusieurs photons, pour casser la molécule d'eau, en récupérer l'hydrogène et le faire réagir avec le carbone pour se construire, pour faire de la matière organique, pour faire des sucres par exemple. Voilà. Et ce faisant, elle libère de l'oxygène. Alors parfois on dit que les plantes, ça produit de l'oxygène et que par exemple l'Amazonie c'est le poumon de la Terre. En fait, si vous faites que cette réaction-là, il ne va pas y avoir d'accumulation d'oxygène parce que la réaction inverse, elle existe et c'est celle qu'on fait nous. C'est la respiration. Qu'est-ce qu'on fait nous quand on respire? On mange du sucre, ou enfin on mange quelque chose, on mange de la matière organique, et on utilise l'oxygène pour dégager de l'énergie, et ce faisant, on libère du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors on n'émet pas de lumière, à part les plus brillants d'entre nous, mais la plupart du temps on n'émet pas de lumière, mais on fait la même chose. Et même s'il n'y a pas d'êtres vivants qui font la respiration, si vous croquez dans une pomme, par exemple, et vous la laissez quelques minutes, vous allez la voir brunir. C'est parce que cette réaction se fait spontanément, l'oxygène réagit très rapidement et oxyde la matière organique. Donc pour que l'oxygène s'accumule sur Terre, il faut une autre chose, c'est qu'il faut que la matière organique sédimente dans le sol et soit isolée de l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle l'enfouissement du carbone. Donc il faut que, par exemple, ces bactéries dans les océans meurent, tombent dans les fonds des océans, dans les régions peu oxygénées, s'entassent, vont former éventuellement des réservoirs de pétrole, de charbon pour le futur, et vont laisser orphelins de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc avoir la photosynthèse, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut aussi des conditions géologiques, tectoniques,
environnementales qui permettent l'enfouissement du carbone. Donc quand vous entendez dire que, par exemple, les plantes produisent une partie de l'oxygène, voilà, ça, ce n'est pas dans un état stationnaire. Ça peut l'être à un moment donné, mais par exemple, aujourd'hui, où la population d'arbres, par exemple, décroît avec la déforestation, les plantes ne font pas dans un bilan du tout positif de production d'oxygène. L'oxygène, elle est essentiellement produite dans les océans, là où il y a un ensevelissement, il y a un enfouissement de cette matière organique. Pourquoi ? Parce que quand un arbre, effectivement, va stocker du carbone, mais après, qu'est-ce qu'il va devenir ? Soit on va le brûler, soit il va se décomposer. Alors, ça va mettre beaucoup de temps, mais par contre, il finira par rendre son carbone au bilan, et le bilan sera nul. Voilà, donc, pourquoi c'est intéressant, du coup, mince, je vais faire autrement, sinon on va perdre du temps. Pourquoi c'est intéressant la surface ? Eh bien, parce qu'à la surface, il y a la vie a la capacité d'utiliser aussi le rayonnement de l'étoile en plus que l'eau. Et ça, sur Terre en tout cas, ce métabolisme-là a permis ou a rendu possible le fait que la vie ait complètement changé les grands cycles qu'on appelle les cycles biogéochimiques de la Terre, le cycle du carbone, le cycle de l'oxygène, le cycle de l'azote. Il y a des formes de vie sur Terre qui ne font pas du tout la photosynthèse, qui n'ont pas besoin ni de lumière, ni de matière organique produite par d'autres êtres vivants, qu'on appelle des chimiolithotrophes, qui vivent par exemple dans la pierre, dans la croûte terrestre, mais ces formes de vie-là ne sont pas en capacité thermodynamique, énergétique, pour changer l'environnement terrestre. Alors que la photosynthèse, c'est la production primaire de matière organique qui fait que la Terre a le visage qu'elle a aujourd'hui et le visage qu'elle présente au reste de l'univers. Donc cette idée d'aller chercher pour voir si ça n'arriverait pas quelque part ailleurs dans l'univers. Alors d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a comme étoile autour de nous ? Et le Soleil n'est pas du tout une étoile représentative de l'ensemble des étoiles qu'on a. Donc quand on dit les étoiles sont des soleils, c'est à peu près vrai. Mais par exemple, si on regarde les 400 étoiles les plus proches de nous, qui sont à peu près dans un rayon de ce que nous on appelle des parsecs, de 10 parsecs, c'est environ une trentaine d'années-lumière, donc ça peut vous paraître énorme, mais pour nous, c'est vraiment notre micro-voisinage au sein de la galaxie, où on doit trouver 400 étoiles. Et donc, en fait, on a essentiellement, nous, le Soleil serait dans la catégorie qu'on appelle complètement arbitrairement les étoiles G, et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petites étoiles rouges. Donc quand on va dans cette direction-là, on a des étoiles qui sont plus massives, qui sont plus brillantes, qui sont plus grandes, mais par contre qui vivent très peu de temps. Et donc déjà, les étoiles qui sont beaucoup plus massives que le Soleil, par exemple à partir de 2 fois la masse du Soleil, ça vit tellement peu de temps que ce n'est pas très passionnant de s'y intéresser pour la question de la vie, parce que c'est en constante évolution, ça grossit, ça devient de plus en plus lumineux, et boum, ça explose, ça ensemence le milieu interstellaire en éléments lourds. Et voilà. Et par contre, les petites étoiles, les étoiles rouges, c'est la majorité, c'est plus de 60% des étoiles, 70% même des étoiles, et ça vit bien plus longtemps que le Soleil, qui déjà vit 10 milliards d'années. Donc voilà, déjà, ça va changer, vous verrez, ça va changer beaucoup de choses sur les caractéristiques des planètes qu'on va trouver autour des étoiles. Donc ça veut dire que, par exemple, si on se focalise sur le système solaire et qu'on dit « oui, mais la vie ne peut exister qu'autour d'un soleil parce que c'est comme ça que ça s'est passé chez nous », on réduit déjà pas mal, à quelques pourcents des étoiles, le champ d'investigation. Et on n'a pas vraiment de raison de faire ça. Par contre, ça change les choses au niveau de la physique des atmosphères, des climats, etc. On en parlera un petit peu. Donc comment est-ce qu'on a trouvé les exoplanètes ? On n'est pas aujourd'hui, ou très rarement, en capacité simplement de prendre une photo d'une étoile et de ses planètes. Donc il faut qu'on trouve des moyens indirects de les mettre en évidence en observant l'étoile et en voyant si dans cette observation de l'étoile, on n'a pas la manifestation indirecte de la présence d'une planète. Et la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est de regarder le mouvement périodique que fait une étoile en la présence d'une planète. Parce qu'en fait, on dit toujours la Terre tourne autour du Soleil. En fait, c'est vrai, mais c'est plus complexe que ça. Le Soleil tourne aussi autour de quelque chose qui est le centre de masse du système Terre-Soleil. Et les deux font un balai qui a la même période de 365 jours. Et donc, si on observe l'étoile, on peut voir, si on est capable de mesurer sa position, on peut voir un mouvement qui est lié à la présence des planètes. Alors ça, c'est très très dur à mettre en évidence par la mesure de la position. Donc on ne l'a pas encore fait, mais par contre, on est très très fort pour mesurer très précisément la vitesse des étoiles.
Et donc, cette mise en évidence du mouvement lié à la présence de planètes, on peut la faire par la mesure de position, mais on peut aussi la faire par la mesure de vitesse. Si vous voyez des variations périodiques de la vitesse, c'est que l'étoile a un mouvement périodique. Et donc ça, comment est-ce qu'on le fait? On le fait par une technique qui s'appelle l'effet Doppler, qui implique à nouveau la spectroscopie, et on va regarder si la lumière de l'étoile se décale, soit vers le rouge, soit vers le bleu, et on est capable aujourd'hui de mesurer la vitesse d'une étoile avec la précision qui est de l'ordre de la vitesse de quelqu'un qui marche. Donc moins d'1 mètre par seconde, c'est la précision qu'on a aujourd'hui sur la mesure des vitesses des étoiles. Donc cette précision, elle est acquise par le fait que le spectre d'une étoile, il est constellé de raies d'absorption par tous les atomes qui la composent, et qu'en mesurant très précisément la position de toutes ces raies, on peut arriver à avoir des décalages extrêmement fins dans le spectre, et ça nous donne une très très grande précision. Donc globalement, la vitesse, le temps, vous mesurez la vitesse d'une étoile. Cette étoile, l'étoile machin, je mesure sa vitesse. Je mesure sa vitesse, elle vaut tant de kilomètres par seconde. Je reviens la nuit suivante, et puis la nuit suivante, j'ai 3 mesures, et puis je rentre chez moi, et je reviens 1 mois plus tard, et je fais, mettons, 2-3 mesures 1 mois plus tard. Et puis je reviens l'année d'après, et là je fais à nouveau des mesures. Et comme ça, sur plusieurs mois, mettons, plusieurs années, je peux avoir des mesures de la vitesse qui vont être réparties dans le temps, comme on m'a attribué du temps sur un instrument, ça ne va pas forcément être le mieux. Et donc, le premier signal qu'on va voir là-dedans, c'est d'abord la vitesse de nous, sur Terre, qui avons ce mouvement très rapide autour du Soleil. Donc on va d'abord voir cette fluctuation avec une période de 365 jours, mais on la connaît très très bien, et donc on peut la soustraire et l'enlever. Et donc, s'il n'y a pas de planète, on est censé voir une vitesse constante de rapprochement ou d'éloignement entre le Soleil et cette étoile. Donc imaginons que vous faites vos mesures, ça c'est vos points d'observation avec leur barre d'erreur. Si vous ne voyez rien de spécial, c'est-à-dire que le modèle de « il ne se passe rien » marche bien, vous n'avez pas détecté de planète. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais vous n'avez pas la précision pour en détecter. Si par contre, vous voyez comme ça des écarts, des variations, et qui sont périodiques, avec une ou plusieurs périodes, dans ce cas-là, vous avez détecté une planète. Et vous ne savez pas grand-chose sur cette planète, mais vous savez sa période orbitale, et en connaissant les caractéristiques de l'étoile, vous savez à quelle distance elle se trouve de son étoile. Et vous savez donc combien de lumière elle reçoit de son étoile. On commence à savoir quelques petites choses dessus. Et la première fois qu'une planète a été détectée comme ça a été très curieux, mais c'est logique en fait, parce que c'était les planètes les plus faciles à trouver. C'est qu'on a trouvé, donc c'est Michel Mayor et Didier Queloz qui ont trouvé ça depuis l'Observatoire de Haute-Provence en France en 1995. Ils ont trouvé une planète qui orbitait autour d'une étoile comme le Soleil, qui avait à peu près la masse de Jupiter, un gros machin qui fait 300 fois, alors celle-là fait la moitié de la masse de Jupiter, donc mettons 150 fois la masse de la Terre, et qui tournait autour de son étoile en 4,2 jours. Donc sa période orbitale, c'était 4,2 jours. On n'a pas du tout ça dans le système solaire. Les planètes géantes, elles sont super loin, et elles tournent en des années, des dizaines d'années. Donc ça semblait un petit peu bizarre, mais en même temps, c'est ça qui est le plus facile à trouver. Et donc voilà, alors on n'a pas d'image, mais voilà comment on peut l'imaginer. Donc ça, c'est 51 Pégasi b, et c'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud, qui est très très proche de son étoile. Et voilà Michel Mayor, voilà l'Observatoire de Haute-Provence, et ça lui a valu, en 2019, le prix Nobel de physique pour la découverte des premières exoplanètes autour d'étoiles de type solaire. Donc le voilà avec une des princesses de Suède. Une des autres découvertes intéressantes faites par cette méthode, qui a permis de découvrir des centaines, des milliers de planètes, c'est une planète dans le système le plus proche de nous, qui est le système d'Alpha du Centaure, qui est un système triple. Donc en fait, on ne peut pas vraiment le représenter comme ça. Il y a 2 étoiles qui sont assez proches l'une de l'autre, qui sont Alpha Centauri A et B, qui sont de type solaire, qui tournent l'une autour de l'autre en 75 ans, qui sont à peu près distantes l'une de l'autre de la distance qu'il y a entre le Soleil et Neptune, à peu près, ou Uranus. Et bien, bien plus loin, à 15 000 fois la distance Terre-Soleil, il y a une petite étoile rouge, qui est Alpha Centauri C, qu'on appelle Proxima, Proxima du Centaure, qui tourne autour des 2 autres, en 150 000 ans. Et cette petite étoile, elle a au moins 2 planètes, et l'une de ces 2 planètes, elle est dans cette fameuse zone où il n'est pas impossible d'avoir de l'eau liquide, et c'est l'étoile la plus proche de nous. Donc l'étoile la plus proche de nous a une planète qui fait un petit peu plus de la masse de la Terre, et dont on ne sait rien sur l'environnement, peut-être c'est un caillou complètement dénué d'atmosphère, mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas strictement impossible
quelle est une atmosphère. Alors c'est un endroit qui est quand même complètement différent de notre environnement, hein. Alors voilà, juste pour vous représenter, Proxima, c'est une étoile beaucoup plus froide, beaucoup moins lumineuse, elle fait à peu près 1/1000 de la luminosité du Soleil, elle est petite, et la planète Proxima b, qui est une planète tempérée, tourne en 11 jours autour de son étoile. Donc elle est très proche de son étoile, mais l'étoile étant très peu lumineuse, elle est moins chaude que la Terre. Voilà, elle reçoit à peu près 65% du flux lumineux que reçoit la Terre du Soleil. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé sur ce... D'abord, j'ai participé à ce travail sur Proxima, et vous savez, la Lune présente toujours la même face à la Terre. On voit toujours la même face de la Lune depuis la Terre, et ça, ce sont les forces de marée qui, en déformant la Terre et la Lune, forcent les corps à avoir la même période de rotation que leur période de révolution. Elles déforment la planète, ce qui font que ça les étire un peu comme un ballon de rugby, et l'état d'équilibre, c'est que ce ballon de rugby pointe vers la planète, et ça suppose que les deux objets, que l'objet ait la même période de rotation que la même période de rotation. La Lune tourne sur elle-même en 28 jours et tourne autour de la Terre en 28 jours. Et la majorité des exoplanètes qu'on connaît sont dans cette situation-là. Nos méthodes d'observation des exoplanètes ont tendance à trouver plutôt des exoplanètes proches de leur étoile, où les forces de marée vont synchroniser la rotation. Donc par exemple, sur Proxima b, si vous êtes sur Proxima b, la planète présente toujours la même face à son étoile. Et donc si vous êtes sur un endroit ensoleillé de Proxima b, l'étoile est dans le ciel et ne bouge pas. Et si vous êtes du côté nuit, vous êtes du côté nuit tout le temps. Si vous voulez voir l'étoile, il faut marcher ou vous déplacer et aller du côté qui est éclairé. Et donc d'un point de vue climatique, ça n'a rien à voir avec le genre de climat qu'on a. Et on s'est posé beaucoup de questions. S'il y a de l'eau sur une planète comme ça, est-ce que ça veut dire que l'eau va s'évaporer des parties chaudes et se condenser en une calotte du côté nuit et être piégée à tout jamais du côté nuit? Donc on a étudié toute la diversité possible des climats sur ces planètes-là, et en fait on s'est aperçu que pourvu qu'il y ait beaucoup d'eau, c'est-à-dire comme sur Terre ou plus, il y a en fait un état quasiment inévitable qui est le fait d'avoir en fait un océan du côté jour, et quelles que soient les conditions qu'on a du côté nuit. L'eau s'évapore et va se condenser du côté nuit, mais sous la glace, sous quelques mètres de glace, il y a un océan. On ne peut pas l'empêcher à cause de la chaleur interne. Et si cet océan circule, il va ramener de l'eau sur la face éclairée, et ça va entretenir un cycle. Et ça, c'est assez peu dépendant les autres composés atmosphériques que vous avez. Donc ça reste complètement théorique, et on espère bien pouvoir avoir rapidement des observations pour tester, pour voir si ces planètes-là ont bien des atmosphères et quelle est la dynamique de ces atmosphères par rapport à ce qu'on pense avoir compris de par nos modèles. Donc c'est assez passionnant. Et l'autre méthode pour trouver les exoplanètes, qui peut se combiner à la première, et qui a donné le plus de détections, donc des milliers et des milliers, plus de 5000 détections par cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avoir la chance, dans certains cas, que les systèmes planétaires soient vus complètement par la tranche, donc on soit dans le prolongement du plan orbital des planètes, et qu'à chaque période orbitale, la planète passe devant le disque de son étoile, et ensuite derrière, et qu'au moment où elle passe devant, il y a une petite baisse de la luminosité apparente, de la luminosité qu'on mesure de l'étoile, qui est représentée ici. Vous avez le temps, et il y a une petite baisse. Et cette petite baisse, si elle se reproduit tous les temps de jour, eh bien, elle trace la présence d'une planète. Et la profondeur de cette éclipse donne la taille de la planète. Et la période orbitale, à nouveau, nous donne la distance entre l'étoile et la planète. Et donc, on connaît aussi la température approximative de la planète. Donc la première fois que ça a été observé, c'était pour un de ces Jupiters chauds qui avait déjà été trouvé par la méthode de la mesure des vitesses, avec un tout petit télescope, donc en 2000. Donc c'est un Jupiter chaud qui s'appelle HD 209 458. Elles ont des noms horribles, les exoplanètes, c'est comme des sortes de numéros de téléphone. Et donc ça, c'était la première fois. Et donc là, aujourd'hui, il y a des amateurs qui le font, ça, avec leur petit télescope, parce que vous savez où et quand regarder. Vous savez que cette étoile, elle a une exoplanète de la bonne caractéristique, et vous savez que le transit va se produire tous les quelques jours à telle heure, dans la nuit, et vous pouvez l'observer avec un télescope. Il y a plein d'amateurs qui le font. Mais ça ne permet pas d'en trouver des nouvelles. Si vous regardez juste un système et vous regardez le transit, ça permet éventuellement de savoir l'orientation du système. Alors l'idée, ça a été de se dire, on va envoyer un télescope dans l'espace et il va regarder beaucoup d'étoiles pendant longtemps. Et comme ça, on verra des transits éventuellement avec des périodes assez longues, et puis on sera très stable, et puis on va chercher des planètes.
Donc ça a été lancé en 2009, ça s'appelait le télescope spatial Kepler. Et Kepler, vous voyez, il a observé, ça c'est grosso modo les petits carrés, c'est ce qu'a observé Kepler dans le ciel. Donc là ce qu'on voit c'est la Voie lactée, notre galaxie vue par la tranche. Et ça c'est près de la Lyre et près du Cygne, la région que pendant 4 ans parce qu'à un moment donné il s'est arrêté de fonctionner correctement, mais c'était déjà beaucoup, pendant 4 ans Kepler a pu observer. Donc là ce qu'on voit c'est l'image qui se forme sur les caméras CCD, sur les capteurs CCD de Kepler, et là il y a 150 000 étoiles dont la luminosité a été mesurée avec une précision meilleure que 10 000. Ça veut dire que Kepler, il sait faire la différence entre une luminosité qui vaut 10 000 et une luminosité qui vaut 10 001. Pour lui, ce n'est pas la même chose, 10 000 et 10 001. Il a cette précision-là. Et il a fait une mesure de luminosité toutes les demi-heures pendant 4 ans pour 150 000 étoiles. Et voilà ce qui c'est résumé ici. Ce que vous allez voir là, donc c'est schématisé l'image que voit Kepler. Et quand un disque comme ça apparaît, c'est un transit. Et donc, plus le transit est rouge, plus c'est une planète chaude. Et quand ça va vers le bleu, c'est plus terrestre en température. Et la taille du disque correspond à la taille de la planète. Donc quand c'est petit, c'est une planète rocheuse. Et quand c'est gros, c'est une planète géante. Et ce que vous allez voir là-haut, désolé, c'est en anglais, c'est le temps qui passe. Donc on est au 1er juillet 2012, on est à 0 heure. Et chaque fois, donc là on voit 150 000 étoiles, mais ne vont transiter que les systèmes qui sont bien orientés. Et ça, c'est une toute petite fraction des systèmes planétaires. Cette fraction-là, elle est donnée par... Enfin bon, c'est une toute petite fraction. C'est quelques pourcents des systèmes qui ont la bonne idée d'être orientés de façon à donner des transits. Donc on ne s'attendait pas forcément à en trouver beaucoup, ça dépend de l'abondance des planètes. Et regardez le temps qui passe. Et chaque point que vous voyez apparaître, c'est un transit. On est toujours le 1er juillet 2012. Voilà, on passe au 2 juillet. Et donc, en fait, alors ces données, elles ne sont pas arrivées si vite comme ça, il a fallu les traiter. Il a fallu obtenir ça, mais c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte que toutes les étoiles, quasiment, ont des planètes. C'est-à-dire que pour que, malgré ce biais de sélection énorme qu'on avait, et qui nous fait qu'on ne voit qu'une petite fraction des systèmes planétaires, ceux qui sont bien alignés, ceux qui ont des périodes orbitales courtes, eh bien, il y en avait à peu près partout. C'est-à-dire que tous ces biais d'observation, on peut les quantifier, et à partir des détections qu'on fait, on peut revenir à la population sous-jacente, qui elle est masquée, et c'est là qu'on peut se dire que plus d'une étoile sur 2 a un cortège de planètes, malgré le fait qu'on ne puisse pas voir tous les types de planètes, mais plutôt celles qui sont grosses et proches de leur étoile. Donc, le transit, c'est ce phénomène d'éclipse qui se produit quand la planète, attention, top, elle passe devant le disque de son étoile, et du coup, elle nous paraît moins lumineuse. Mais cette baisse de luminosité, elle est vraiment très très faible. Elle est vraiment très très faible. Par exemple, quand Vénus passe devant le Soleil, tous les 100 et quelques années, c'est pas du tout perceptible. D'accord ? Donc il faut quand même un instrument très fin pour le mesurer, et plutôt une grosse planète devant une petite étoile, ce sera d'autant plus marqué. Donc c'est ça le transit, et c'est la principale méthode pour détecter les planètes. Donc, ce qui est fascinant, si je mets ici sur un graphe un échantillon de la population des exoplanètes, avec ici le rayon de la planète en unité terrestre, donc ça c'est un rayon terrestre, là-haut c'est 10 rayons terrestres, et là vous avez une idée de la température, alors là c'est des Kelvin, mais c'est à peu près à 273 degrés près, c'est comme les degrés Celsius, donc voilà, la Terre est à peu près 300 Kelvin, donc ça fait à peu près une vingtaine de degrés Celsius. Donc on a représenté le système solaire ici avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et vous voyez que, un truc assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, si tous les systèmes exoplanétaires avaient la même architecture que le système solaire, aujourd'hui on aurait découvert quasiment 0 exoplanète. Donc si on a découvert beaucoup d'exoplanètes, parce que vous voyez qu'en fait nos méthodes de détection sont encore un peu limites pour détecter les équivalents de la Terre, de Vénus, de Jupiter, de Saturne. Si on a découvert tant d'exoplanètes, c'est que dans la diversité existante des exoplanètes, il y en a plein qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a dans le système solaire. Il y a notamment plein de planètes qui ont une taille intermédiaire entre la Terre et Uranus et Neptune. Là, dans le système solaire, il y a un gap énorme. Uranus et Neptune, c'est 15 fois la masse de la Terre, c'est 4 fois le rayon de la Terre. On n'a rien entre les deux dans le système solaire en termes de dimension. Et donc, on n'a même pas de vocabulaire pour appeler toutes ces planètes-là qu'on trouve quasiment autour d'une étoile sur 2. On les appelle des super-Terres, des mini-Neptunes, mais là-dedans, il va y avoir une diversité incroyable de compositions. Donc on a tout ce champ-là à explorer.
Alors on trouve aussi, ça va vous rappeler peut-être un film, on trouve aussi des planètes autour d'étoiles doubles. Beaucoup d'étoiles sont multiples, et notamment il y a des multiples serrés, et on trouve des planètes autour d'étoiles doubles, dont le terme scientifique sont des planètes circumbinaires, mais que, en raison d'un certain film, on appelle des Tatooines, jusque dans nos articles scientifiques. Voilà, on étudie la physique des planètes comme Tatooine. On trouve aussi des planètes très excentriques, c'est-à-dire avec des orbites très elliptiques. Donc sur Terre, vous savez, les saisons, c'est pas du tout lié à la variation de distance entre la Terre et le Soleil, c'est lié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur son orbite, qui fait qu'on présente plutôt un hémisphère au Soleil qu'un autre, une moitié de l'orbite. Mais il y a aussi des planètes où on va avoir des saisons globales, parce que sur Terre, l'été, quand c'est l'été, c'est dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud, mais on va avoir aussi des planètes qui, en plus éventuellement d'avoir des saisons comme la Terre, vont aussi se superposer une modulation qui est liée à la distance à l'étoile. Et donc ça va changer beaucoup selon que votre planète, elle est autour d'une étoile, mettons, comme le Soleil, ou par exemple, ici j'ai pris un exemple, bon, vous ne voyez sûrement pas, mais si votre planète, elle met à peu près 600 ou 700 ou 800 jours pour faire un tour autour de l'étoile, eh bien, le climat va changer considérablement, avec peut-être, ça va geler peut-être entièrement quand on est loin de l'étoile, ou se vaporiser entièrement. Et les modèles pour savoir est-ce que ça va se figer peut-être dans un de ces états-là sont complexes. Si on va au contraire autour d'une petite étoile, ou par exemple là, donc ces étoiles très courantes qui font à peu près 20% de la masse du Soleil, où là, pour avoir la même insolation, on va avoir une orbite qui dure 40 ou 30 jours, ou comme par exemple sur Proxima b, 11 jours, ben dans ce cas-là, l'ellipticité, le climat, il s'en fiche. Il n'a pas le temps d'y répondre. Vous voyez par exemple sur Terre, le pic de chaleur, c'est plutôt en août, alors que la durée du jour la plus longue, c'est fin juin. Donc il y a une inertie très longue pour que le climat réponde. Et donc si vous avez une planète très excentrique autour d'une petite étoile, elle va voir l'effet moyen. Si vous avez une planète excentrique autour d'une étoile massive et très brillante qui orbite beaucoup plus loin, eh bien là, il va y avoir des changements climatiques formidablement importants au cours de l'orbite. Dites-moi combien de temps j'ai encore, parce que je suis très bavard et je ne veux pas... 10 minutes, et puis qu'on puisse échanger un petit peu. Une chose très importante, et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup aujourd'hui, notamment avec le télescope spatial James Webb, c'est le fait que, bien qu'on ne voit pas directement la planète, on peut en étudier l'atmosphère, en tout cas pour certaines d'entre elles. Comment on fait ça? Ben, si vous avez une planète qui passe devant son étoile, et que vous mesurez la baisse de luminosité que j'ai montré tout à l'heure, l'espèce de diminution de la luminosité, et vous le faites à différentes couleurs, vous le faites dans le bleu, dans le rouge, etc. Vous verrez toujours la même baisse de luminosité si cette planète est une sphère qui n'a pas d'atmosphère. Si par contre, voilà, vous verrez, vous pourrez faire le rayon apparent de la planète en fonction de la couleur, de la longueur d'onde, ça ne bougera pas. Si votre planète elle a une atmosphère, cette atmosphère elle va absorber plus ou moins selon sa composition, elle va absorber plus ou moins à différentes longueurs d'onde. Et si vous tracez, donc vous aurez différents transits, et si vous tracez le rayon apparent de la planète en fonction de la longueur d'onde, vous verrez une planète un petit peu plus grosse dans certaines bandes spectroscopiques de certaines molécules. Donc ça, c'est une première façon d'essayer de repérer la présence d'une atmosphère et d'estimer sa composition. Une autre façon, c'est, alors je vous dis que lors d'un transit, la planète passe devant, mais de l'autre côté de l'orbite, elle passe derrière. Donc si vous faites une observation juste avant qu'elle passe derrière et une observation quand elle est derrière et vous n'avez que l'étoile, la différence entre les deux, c'est le spectre de la planète. Et donc à nouveau, vous pouvez aller y chercher des molécules qui marquent la lumière, qui sont transportées, dont l'information est transportée par la lumière. Alors, celles pour lesquelles on est capable assez facilement, je ne devrais pas dire facilement, c'est quand même très compliqué, de scruter, pour lesquelles on est capable de scruter les atmosphères, ce sont plutôt ces fameux Jupiter chauds, donc des planètes géantes avec une atmosphère très chaude et très étendue. Et donc on va avoir ces limbes qui vont absorber le rayonnement de l'étoile et qu'on va utiliser pour avoir une information sur l'atmosphère. Mais nous, on voudrait surtout pour le faire pour des planètes tempérées comme la Terre. Et là, ce serait ce petit point où l'atmosphère, c'est quasiment inaccessible. Donc avec des collègues, dans les années 2000, à partir des années 2008, on s'est dit, on va avoir un jour le télescope spatial James Webb. Ça, même avec lui, on ne sera pas capable de le faire. Ce qui serait génial, c'est si on trouvait cette planète-là, pareil que la Terre,
même dimension, même température, mais pas autour d'une étoile comme le Soleil, mais autour d'une toute petite étoile. Et là, on serait dans de bien meilleures conditions pour scruter l'atmosphère de cette planète. On serait presque dans les conditions du Jupiter chaud, mais pour une planète comme la Terre à la température terrestre. Donc on s'est mis à bosser et à chercher, parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de planète autour des plus petites étoiles, et on s'est dit, il faut qu'on offre un système comme ça au James Webb. Donc, dans un projet qui a été dirigé par des collègues de l'Université de Liège, notamment Michael Gillon, qui a en fait réhabilité un télescope qui s'appelle TRAPPIST. Ils aiment bien la bière, les Belges, et donc voilà, TRAPPIST. Le successeur de TRAPPIST s'appelle Speculoos. L'idée, ça a été de regarder une à une les étoiles les plus petites, et forcément proches, parce que sinon on ne les verrait pas, du ciel, pour essayer de voir si on n'y voyait pas des transits de petites planètes. Et dès 2015, fin 2015, début 2016, une des premières étoiles qu'on a suivies, on a vu des transits. Et on s'est dit, ouais, c'est génial, on a au moins 2 planètes de taille terrestre, bon, pas mal plus chaudes que la Terre par contre. Et donc on a demandé du temps au télescope spatial à l'époque qui s'appelait Spitzer, et on a obtenu 21 jours d'affilée d'observation pour faire le suivi de ce système. Et voilà les données qu'on a reçues après 21 jours d'observation. Donc ça, c'est la lumière qu'on mesure. Quand vous voyez ça, c'est une planète qui passe devant. Donc nous, on savait qu'il y en avait au moins 2. Et là, en fait, sur ces 21 jours d'observation, on avait 34 transits avec des tailles de planètes, certes différentes pour certaines, mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait aussi beaucoup de similitudes. Donc on a passé 15 jours, on a fait 2 équipes, et on s'est retrouvés après 15 jours, on a dit, bon, vous, combien vous trouvez de planètes? Nous, on en trouve 7, les autres ont dit, oui, nous, on trouve 7 aussi. Et on avait les mêmes caractéristiques de période et de taille. Donc il y a autour de cette petite étoile, qui désormais s'appelle TRAPPIST 1, on a 7 planètes. Donc c'était ça l'image qui était représentée. Donc ça, bien sûr, c'est une vue d'artiste. Et quand ça a été publié, on a insisté pour que la vue d'artiste ait un graphisme qui ne prête pas à confusion, qu'on ne se dise pas c'est une observation. On voulait que ce soit posé sur une espèce de table avec des reflets pour qu'on comprenne que c'est de l'art, c'est pas une vision de télescope. On a beaucoup de problèmes avec ça. Et donc si on compare le système solaire interne qui est à droite, avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, les astéroïdes, et ici les planètes de TRAPPIST 1, chaque ligne comme ça, c'est un même niveau d'insolation. Si vous voulez, c'est plus ou moins une même température. Et dans cette fameuse zone où il n'est pas impossible d'avoir de l'eau liquide, sur TRAPPIST 1, il y a 3 planètes de la taille de la Terre qui sont dedans, qui sont la planète E, F et G. Celles-là sont un petit peu trop chaudes, celle-là est plutôt trop froide, mais ce n'est pas non plus des gammes des différences de température énormes. Voilà, juste pour vous présenter, on peut aussi mettre ce système à l'échelle du système de Jupiter. Donc là, vous avez Jupiter avec ses lunes principales, Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc là, cet axe, c'est la période orbitale. Donc Io a une période de 1,7 jours autour de Jupiter. TRAPPIST 1b a une période de 1,5 jours autour de son étoile. La plus lointaine de ces planètes connues tourne en 17 jours autour de l'étoile, ce qui est rien. Et en termes de taille, ici, c'est complètement comparable. Donc TRAPPIST 1 a la même taille que Jupiter, plus massive, mais a le même rayon. Et ces planètes-là, voilà, ont des tailles terrestres, donc plus gros que les lunes de Jupiter. Alors il y a plein de choses géniales avec ce système, notamment les périodes sont en résonance, mais ça j'y reviendrai si vous avez des questions, mais je vais passer là-dessus. Mais ça a permis à certains de faire des musiques à partir de ce système-là. Mais je vous passerai que si vous demandez. Et là, quelque chose sur lequel, juste pour vous montrer une recherche en cours, quelque chose que je suis en train de faire, c'est pas publié, c'est qu'en fait, donc vous avez bien compris que quand la planète passe derrière, on a la luminosité de l'étoile, et donc on peut soustraire les observations avant-après pour avoir la luminosité, l'émission de la planète. En fait, ce qu'on arrive à voir avec le télescope spatial James Webb, c'est toute la variation d'émission de la planète au cours de son orbite, c'est-à-dire qu'on voit les différentes phases. Quand la planète sort de derrière l'étoile, elle nous montre son côté jour, qui est chaud, et petit à petit, on continue d'observer, on observe pendant 2 jours. La planète commence à faire un tour, on voit son premier quartier, et puis après, elle nous montre son côté nuit. Et donc toute l'idée, c'est de dire, si on ne voit pas de différence
entre l'émission jour et l'émission nuit, c'est que c'est à peu près à la même température, comme sur Terre, et qu'il y a quelque chose, une atmosphère, un océan, les deux, qui redistribue la chaleur. C'est pas ça qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est que le côté jour est beaucoup plus chaud que le côté froid. Mais ça, c'est la planète B, c'est celle qui est la plus interne, donc elle est effectivement très chaude. Et là, on a pu montrer qu'il n'y a pas d'atmosphère. Ou alors, s'il y a une atmosphère, elle est vraiment très ténue. Donc dans ce système, la première planète, c'est une espèce de gros mercure, voilà, qui n'a pas d'atmosphère. Déjà, la deuxième, on a une mesure, mais qui est beaucoup moins parlante, et beaucoup moins contraignante en termes d'atmosphère. Et voilà ce genre de choses qu'on est en train de faire. Donc on a réussi à trouver ce système, qui est un des seuls pour lesquels on puisse faire des études atmosphériques pour des planètes qui sont de taille et de température terrestre, bien que ce soit des planètes qui n'ont rien à voir, pour plein d'autres raisons, avec la Terre, mais c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je vais passer là-dessus vite. Alors bien sûr, dans le futur, on aura d'autres instruments pour aller voir ça de plus près. Quand je dis on aura, je ne sais pas à quelle échelle de temps, vu que l'état de la science aux États-Unis aujourd'hui. Mais je reviens sur la chose que je disais au début en conclusion, qui est de dire on me pose souvent la question comme sommes-nous seuls dans l'univers? Alors effectivement, c'est une question fondamentale qu'on peut poser comme ça, et c'est légitime de se la poser. Mais pour nous, scientifiques, nous devons quantifier le problème. La question, ce n'est pas tellement ça. En tout cas, si on veut y avoir une réponse, c'est la vie est-elle suffisamment abondante dans l'univers pour qu'on puisse la trouver à portée de télescope? C'est-à-dire, nous, scientifiques, on peut développer les technologies pour aller scruter les planètes autour d'étoiles proches, mais ça ne veut pas dire que pour qu'on y trouve de la vie, d'abord, il faut qu'on sache interpréter ce qu'on voit en termes de conséquences du vivant, ce qui n'est déjà pas gagné, mais surtout, il faut que la vie soit suffisamment répandue dans l'univers pour qu'elle aille peupler des planètes à portée de télescope. Donc en fait, pour qu'on puisse trouver la vie ailleurs, il ne faut pas juste qu'on ne soit pas seul. Il faut que la vie, elle grouille. Il faut qu'elle pullule. Il faut que quasiment vous avez une planète avec les bonnes conditions, poum, la vie elle y est, et non seulement elle y est, mais elle est capable de changer l'environnement de sa planète pour qu'on soit capable de le détecter. Donc nous, on peut faire notre partie du job, et effectivement, du point de vue scientifique, la question de l'unicité, ce n'est pas quelque chose de très... qu'on manipule en science. Vu les dimensions de l'univers, c'est assez compliqué de définir, de dire que quelque chose a pu ne se passer qu'une fois. Mais par contre, son observabilité, ce n'est pas du tout la même chose si, c'est ce que j'ai représenté ici, si vous avez une planète habitée par étoile, c'est un cas hyper optimiste, si vous avez une planète habitée chaque 10 étoiles, chaque 100 étoiles, chaque 1000 étoiles, chaque 1 million d'étoiles, s'il y en a une par galaxie, s'il y en a une toutes les 10 galaxies, une toutes les 1 milliard de galaxies, vous voyez bien qu'au bout d'un moment, ce n'est pas envisageable par l'observation d'aller voir qu'il y a des bestioles à l'œuvre sur une planète. Et donc cette question de sommes-nous seuls, le balai des ordres et des ordres de grandeur, et la science aujourd'hui n'est pas capable de placer le curseur. La seule chose qu'en termes de scientifiques travaillant sur les exoplanètes, on peut dire, c'est que si la vie est rare, plutôt par là, ce n'est pas la faute à un manque d'exoplanètes. Les exoplanètes, il y en a, mais la recette pour les origines et le maintien de la vie, elle est probablement incroyablement complexe, elle peut prendre, et on est assez ignorant de ça. Donc on observe les exoplanètes, on se donne les moyens, on va déjà apprendre des choses sur les planètes, sur la diversité des environnements, et puis peut-être petit à petit, on entrera dans le domaine du questionnement par rapport à la vie sur ces environnements-là. Voilà. Et puis je vais vous laisser là-dessus, et j'espère que vous aurez des commentaires ou des questions. Oui, merci. On va passer à des questions. Il y en a là au moins, là-bas. Pierre a une question. Merci. Moi, je suis toujours un petit peu dubitatif, voire légèrement agacé, quand j'entends parler de la recherche de la vie, point final. J'ai l'impression, et tout votre propos me semble sous-tendu par ça, qu'il s'agit de chercher la vie telle qu'elle existe sur Terre, la vie biologique terrestre, quelque chose de comparable. Est-ce qu'il est complètement farfelu de penser que quelque part dans l'univers, il peut y avoir d'autres formes de vie que nous ne connaissons pas sur Terre, que donc nous ne savons pas détecter non plus? Alors, et deuxième point qui relie quand même un petit peu au premier, est-ce que ce que l'on cherche, ce n'est pas aussi une vie consciente? Je n'ai pas entendu le mot conscience de votre propos. Non, parce que, alors,
Je vais répondre à d'abord, c'est plus court de répondre à la deuxième. Il y a une autre, effectivement, approche que je n'ai pas présentée ici, qui est la question, en fait, d'essayer de court-circuiter tout ça et d'aller directement à la recherche de signaux qui nous sont dirigés, c'est-à-dire de signaux intelligibles qui seraient envoyés à notre égard, pour qu'on les reçoive. C'est ce qu'on appelle le SETI, la recherche de civilisation intelligente, sur laquelle moi, personnellement, je ne travaille pas, mais qui existe et qui est un autre pan entier. Donc, et là, effectivement, si vous recevez un signal intelligible qui vient d'une étoile à l'autre bout de la galaxie, ben, vous avez peut-être réglé beaucoup des inconnus qui sont là. Donc ça, c'est une autre approche, voilà, et qui, je dirais, est scientifiquement pas facile à argumenter, mais ce serait difficile aussi de ne pas le faire d'un certain côté, d'observer et de voir finalement. Voilà. Donc ça existe. Sur la question de, bien sûr, on se base sur ce qu'on connaît, et c'est une limitation, et ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que on ne conçoit un petit peu que ce qu'on a sur Terre, et puis petit à petit, c'est en se confrontant à l'altérité des autres mondes que l'on élargit un peu notre domaine, mais par rapport à ce qu'est capable de faire, la vie, on a quand même deux choses avec nous. C'est la table des éléments périodiques qui sont dans l'univers, des éléments chimiques, ok, donc hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, etc. Donc il n'y a pas 50 000, et on connaît leurs propriétés chimiques, et puis plus on va vers les éléments lourds, et plus c'est rare. Donc en fait, si on regarde de quoi on est fait, qui sont essentiellement carbone, hydrogène, oxygène, azote, etc., ce sont les éléments les plus abondants de l'univers. Les éléments les plus abondants de l'univers, on les trouve partout, où que vous regardiez, dans une autre galaxie, sur une autre étoile, sur une autre planète, tout est fait de ça, et parmi ces éléments-là, les autres après, ils sont soit très rares, soit par exemple vous prenez, la science-fiction a beaucoup spéculé par exemple sur le fait que sur la table périodique, sous le carbone, vous avez le silicium qui a la même valence, c'est-à-dire qui peut partager le même nombre d'électrons pour faire des liaisons. Sauf qu'il n'a pas la même masse, il n'a pas les mêmes propriétés, et qu'est-ce que ça fait le silicium? Ça fait des cailloux. Ça ne fait pas de la complexité. Vous regardez des comètes, vous regardez un nuage interstellaire, vous regardez l'atmosphère d'une planète, vous voyez de la complexité qui est née de la chimie du carbone. On serait dans une circonstance où on serait fait par des éléments qui sont anecdotiques par rapport à ce que l'univers a proposé. Oui, on serait obligé de se questionner, oui d'accord, ce dont on est fait c'est rare, mais on va devoir aller chercher l'homme. Ce dont on est fait, c'est ce qu'il y a partout. Autre aspect, c'est le domaine de température et de pression, l'aspect eau liquide, etc. Donc déjà, vous pourriez se dire, ouais, l'eau liquide, pourquoi on s'obsède avec l'eau liquide? Il pourrait y avoir un autre solvant. Donc on peut faire la liste des autres solvants et de leurs propriétés. Alors déjà, la première chose qu'on va avoir, c'est la gamme de température où on va trouver ces solvants. Et ce qui est bien avec l'eau, c'est que l'eau se trouve liquide entre 0 degrés Celsius et environ 300 degrés Celsius. Et si vous êtes à beaucoup plus basse température et que vous trouvez, par exemple, vous imaginez un solvant comme de l'ammoniac liquide, etc., vous êtes à très basse température. Et qu'est-ce qui se passe à basse température? La chimie ne fait plus grand-chose. Elle est figée. Et c'est pas des effets non linéaires. C'est-à-dire que dès que vous allez à basse température, ce qui prenait un an prend plus que la durée de vie de l'univers. Ce qui prenait une fraction de seconde prend 10 000 ans. Et si vous allez de l'autre côté, du côté du chaud, vous allez vers ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire qu'en fait, les conditions, la composition, elle est juste donnée par la composition élémentaire, la température. Et dans ce cas-là, c'est le contraire de la vie. Il n'y a plus de structure, tout est donné par la température. Donc en fait, il y a une gamme de températures dans lesquelles, en fait, se passe une certaine chimie complexe et où on a les propriétés assez incroyables de l'eau liquide. Et pourquoi les propriétés de l'eau liquide sont incroyables? C'est parce que c'est fait de quelque chose de tout simple. C'est 2 hydrogènes et de l'oxygène. Et si on commence à aller vers des éléments lourds, la gamme de propriétés, ce qu'on a appelé l'effet marieur de molécules que peut avoir l'eau comme solvant, tout ça d'ailleurs qu'on n'utilise jamais l'eau comme solvant en chimie, c'est parce que ça fait tout réagir. On prend toujours des solvants spécifiques pour faire une réaction. Bon voilà, je referme là-dessus. Mais si vous voulez, bien sûr, il faut garder l'esprit ouvert. Mais j'ai envie de dire, d'abord, nous, on n'est pas biologistes, donc on n'est pas biaisé par la biologie. On regarde ce qu'il y a à voir, on explore, et puis on verra si on trouve un environnement très particulier, avec des choses qu'on ne peut pas expliquer par la simple physico-chimie. Donc on n'est pas biaisé, on n'a pas vraiment de stratégie aujourd'hui pour détecter la vie. On essaie juste de voir la diversité des planètes et des environnements qu'elles proposent. Allô, allô? Allô, l'ami?
Oui, vous avez conclu votre présentation, merci beaucoup, en disant que vous n'arriviez pas à trouver la planète qui pue et qui grouille. Est-ce que vous n'étiez pas aussi en train de répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure sur la normalité de qu'est-ce que c'était quand on parlait du réensauvagement, c'est-à-dire que le réensauvagement, quelle était la norme est-ce que c'est pas ça justement une planète qui grouille et qui pue la norme, est-ce qu'on ne peut pas en faire une base de réflexion? Oui, alors oui, ça a déjà été fait. En fait, la question les premiers qui ont vraiment réfléchi quantitativement à cette question de comment on pouvait reconnaître un environnement vivant finalement, alors même que la définition du vivant est complexe. Donc c'est pas facile. Vous avez raison, c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. On est dans la spéculation pour l'instant sur ces sujets-là. Mais c'est James Lovelock qui, avant de partir dans des théories Gaïa un petit peu plus ésotériques, au début disait juste, quand vous avez interconnexion comme ça de beaucoup d'espèces, il y a des phénomènes de régulation qui font qu'on a un état d'homéostasie, un état stable, qui résiste à des catastrophes, à des variations, etc. Et c'est bien le cas de la Terre. Oui, ce qui est clair, c'est que si c'est pas un environnement stable, nous, peut-être quelque chose qui fait qu'on est très sensible à l'écologie et à l'environnement quand on est astronome, c'est qu'on n'a pas les mêmes notions de temps. C'est-à-dire que moi, quand on me dit que le niveau des océans va monter de 1 mètre en un siècle, pour moi, c'est ça, un siècle. C'est ça, c'est les enfants des enfants de mes enfants. C'est une fraction, c'est un pouillème. Pour beaucoup de gens, c'est dans un siècle, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. Et ça, moi, j'étais marqué, par exemple, quand j'étais enfant, j'avais vu une carte des fleuves de France avec les villes dessus, et à quel point les villes sont implantées sur des fleuves et se sont accaparées les fleuves. Et on voyait sur le cours des millénaires les fleuves bouger. On se disait, bon, mais vraiment, c'est un instantané, les villes sur les fleuves. Et d'ailleurs, il y a des villes qui ont bougé en suivant leur fleuve. D'autres les ont endigués, d'autres ont bougé et sont déplacées, comme Nantes, par exemple, qui a un petit peu bougé en fonction de son fleuve. Enfin, bon, je m'éloigne, mais cette notion de temps, en fait, un système, s'il est stable, s'il est stable sur des milliards d'années, comme c'est le cas de l'environnement terrestre, malgré des grandes catastrophes, etc., c'est quand même qu'il a une capacité prodigieuse de régulation, de résilience. C'est dur Ce qui est clair, c'est qu'on peut faire toutes les conneries qu'on veut sur Terre, on se détruira sans problème, mais on sera complètement incapable de détruire la vie sur Terre. Ça, c'est absolument certain. Ce serait hyper difficile. Mais je réponds pas bien à votre question, mais oui, c'est une piste. Bonjour. Moi, je rejoins la toute première question sur comment vous définissez la vie. Finalement, vous la définissez par le besoin d'eau liquide et de lumière. Donc, finalement, vous recherchez des individus, des animaux végétaux qui nous ressemblent totalement. Donc, moi aussi, j'y vois un gros biais d'observation. Et au jour d'aujourd'hui de l'avancée de l'astrophysique, où on sait que l'essentiel de ce qu'on est capable d'observer, la matière noire, l'énergie noire, qui représente 98% ou 80%, je ne sais plus, on n'en sait rien du tout. Souvent, j'ai entendu des scientifiques dire aussi l'objet le plus complexe qu'on connaît, c'est le cerveau humain. Mais qui dit ça? C'est des humains. Donc finalement, est-ce qu'on n'est peut-être pas capable d'observer, de percevoir avec les objets les plus complexes qu'on puisse inventer des vies qui seraient plus intelligentes, beaucoup plus intelligentes que nous? Oui, alors on n'est même pas sur ce terrain-là à ce stade, et vous avez absolument raison. De toute façon, toute la science est limitée par les connaissances à un état donné et par le biais observationnel. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est à quel point le biais d'observation, la façon dont on est capable de voir que ce qu'on est capable de voir, a façonné, par exemple, la population des exoplanètes qu'on connaît. Aujourd'hui, on connaît qu'un certain type d'exoplanètes qui sont celles qu'on est capable de voir. Et cette idée même de dire mais vous n'êtes pas capable, en fait, il y a une grande humilité dans la science, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'exercice que vous proposez, qui est d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. On observe et on se base sur cette observation. Et c'est l'observation qui, petit à petit, par exemple, vous parliez de la matière noire, c'est à un moment donné, en regardant les galaxies, on a vu qu'elles ne tournaient pas de la façon dont elles devraient tourner compte tenu de toutes les lois de la physique qu'on connaît. Donc ça, c'est génial. En fait, un scientifique, quand il trouve quelque chose qui contredit le corpus des connaissances et qui l'amène à devoir le modifier, c'est la plus belle chose qui se passe en science. Donc quand vous êtes face à quelque chose que vous ne comprenez pas en science,
c'est la récompense de toute une carrière. Donc on n'est pas dans l'idée de façonner, certains le font, et c'est ce que j'ai essayé de dire au début, qui essaient de voir dans leurs observations, encore aujourd'hui, hein, vous allez trouver dans la presse quelqu'un qui pense avoir vu des signes de vie sur l'exoplanète K2-18b, mais c'est vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on sait. Donc cette humilité, elle est absolument essentielle de se dire, on est au tout début du commencement de l'histoire, on n'a pas de réelle stratégie. La définition de la vie, comme vous le dites, elle est basée sur toute la vie terrestre, hein, en fait, appartient à une même famille, il y a un ancêtre commun, toute la vie aujourd'hui. Il y a peut-être eu différentes origines de vie sur Terre, mais en fait, aujourd'hui, on a un horizon qui est un écosystème qu'on appelle Lucas et qui est finalement déjà très complexe. Donc, on ne sait même pas ce qu'était la vie primitive terrestre. On n'a aucune idée de ce qu'est une forme de vie primitive. Donc, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, nous, on est observateurs. Les modèles qu'on fait, c'est juste pour à un moment donné les confronter à ce qu'on observe. Donc on ne tire pas de plan en fait sur ces choses-là. C'est ça vraiment que j'essaie de dire. Et s'il n'y avait pas de choses inconnues dans l'univers, on ne ferait pas de la recherche. On ne ferait pas ce métier-là. On dirait on sait tout et on ferait autre chose. Merci. Et puis juste me redire les étoiles filantes, c'est bien une étoile qui meurt, c'est ça? Pourquoi on les voit plus en août? Pas du tout. Les étoiles filantes, c'est des grains de sable. D'accord, c'est des poussières. Et dans le système solaire, il y a des objets qu'on appelle des comètes, qui sont des boules de roche et de glace. Et quand elles s'approchent donc elles sont généralement assez loin dans le système solaire, donc c'est juste une boule de neige, si vous voulez, sable. Et puis à cause des perturbations dans le système solaire, certaines vont sur des orbites qui se rapprochent du Soleil, et à partir de 2-3 fois la distance Terre-Soleil, les glaces se mettent à s'évaporer. Et ça fait ce panache de poussière et de glace qu'on voit, donc on voit une comète. Et donc, sur l'orbite de la comète, cette orbite, elle a relâché beaucoup de poussière, tout petits grains, et qui font que son orbite, elle est poussiéreuse. Et certaines de ces orbites, la Terre passe très proche. Donc, par exemple, tous les ans, près du 10 août, on passe près de la trajectoire d'une comète. Alors, je confonds toujours entre Tempel-Tuttle et Swift-Tuttle. Il y en a une, c'est les Léonides, qui est en novembre, et l'autre, c'est les Perséides, qui est en août. Et donc, l'atmosphère de la Terre se reçoit ces petits grains de sable. Et quand, à cause de leur vitesse relative très élevée avec la Terre, ils arrivent à fond sur Terre, et donc ils brûlent en entrant dans l'atmosphère, et ça fait ces traînées là. Donc, c'est un grain de sable. Et quand ils sont plus gros, ils peuvent faire vraiment un gros flash qu'on appelle un bolide. Et s'ils sont vraiment gros, ils peuvent tomber à la surface de la Terre. Et dans ce cas-là, ce qu'on retrouve, si on le retrouve, on appelle ça une météorite. Voilà. Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de questions à voir, mais il faut qu'on enchaîne. Oui, bien sûr. Donc, désolé, mais il faut qu'on laisse la place à notre ami. Oui, bien sûr. Et je voudrais vous remercier, en tout cas. Alors,